D'abord, il faut comprendre une chose, que le monde subit une influence dans ces changements, dans ces transformations. Par cycle, les sociétés évoluent et parfois il y a des pouvoirs que l'on ne peut pas saisir directement, mais qui influent directement ou indirectement les transformations de nos sociétés. Et maintenant, ces orientations sont portées par des hommes. Il faut savoir que tout changement qui existe, c'est des hommes qui sont à la base de ce changement-là. En tant qu'individualité, il faut se considérer d'abord soi-même comme le monde. C'est ça la première chose à voir. Parce que à la base, avant même d'agir sur les autres, il faut agir sur soi-même. Et je pense que pour pouvoir incarner les valeurs de Ubuntu, c'est pour ça que je suis et à la base de Ubuntu. On pourrait commencer, nous sommes, souvent on dit nous sommes parce que vous êtes. Mais il y a toujours l'idée de l'être d'abord avant de devenir. Il y a l'idée toujours de la source. Et donc, nous pouvons être ce que nous voulons voir de ce monde d'abord. C'est comme ça que le changement commence, à travers notre attitude individuelle vis-à-vis de nous-mêmes. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib, aka Cyril de Habib Sal. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle un afro-optimiste, un citoyen actif, quelqu'un qui œuvre pour l'inclusion et l'autonomisation des jeunes, quelqu'un qui forme sur les soft skills, un homme très engagé politiquement et surtout pour le développement de la communauté. Bienvenue Pape Massamba sur le Cercle d'Influence Podcast. Merci Habib et voilà, merci beaucoup Habib pour l'invitation. Je suis très ravi de venir dans ce Cercle d'Influence. En tout cas, je suis honoré. Ça fait un moment qu'on parle, qu'on échange sur l'idée de faire un podcast et je suis content que tu sois là. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours? Ouais. Alors moi, je m'appelle Papa Massamba Ndiaye, comme tu l'as si bien dit, je suis afro-optimiste, donc sénégalais, natif de Saint-Louis, donc qui a fait ses études ici, qui a travaillé ici effectivement sur beaucoup de problématiques, notamment du droit des femmes, notamment sur la formation, parce que depuis quand même plus d'aujourd'hui, on va dire 9 ans, 10 ans, j'ai quand même eu une certaine expérience dans l'accompagnement, dans la formation de leaders, que ça soit de leaders au niveau local comme au niveau international, d'organisation, sur toutes les questions qui sont liées au développement de compétences, à l'accompagnement et surtout à la communication. Donc, je dirige par la même occasion Ubuntu University, qui est un hub de développement de compétences, dont la vocation justement est de démocratiser le développement de compétences en Afrique, mais également le débat numérique national de la jeunesse, qui est un think tank citoyen pour l'inclusion des jeunes dans les politiques publiques du Sénégal. Ah, quel parcours riche là. J'ai l'impression que je parle avec le prochain président là. Mais sérieusement, Ubuntu, je sais que le nom a une signification, le terme a une origine. Est-ce que tu peux revenir sur la signification du terme, son importance, son rôle dans l'engagement, dans la politique et dans la formation des jeunes? Ouais. Alors, Ubuntu, c'est aussi une philosophie africaine qui prend plusieurs noms partout en Afrique, hein, mais qui est issue des langues bantoues, surtout sud-africaines. On a vu Mandela quand même qui a beaucoup travaillé, qui l'a dit dans ses speeches et tout ça. Et ce qui est important de retenir de Ubuntu, c'est que cela signifie que nous sommes parce que vous êtes. Ou du tout, on va dire, nous sommes, je suis parce que nous sommes, parce que vous êtes. Donc, ça signifie justement, c'est une philosophie qui illustre le sens de l'autre, qui passe effectivement la communauté, le partage, la solidarité au centre de notre existence. Je pense qu'une histoire est illustrée souvent pour raconter Ubuntu, lorsqu'on disait que dans un village, un étranger est venu et a vu des enfants qui jouaient. Donc, il a mis un panier de fruits et a demandé à ses enfants, donc celui qui arrive en premier aura l'honneur de pouvoir avoir tout le panier. Et à sa grande surprise, il a réalisé que les enfants se sont donné la main
ont marché très lentement, correctement, et sont allés autour du panier ensemble et se partager ce panier-là en tant que tel. Ça signifie justement, Ubuntu, il ne s'agit pas justement de faire profit sans l'autre. Il s'agit de savoir que nous sommes un ensemble, nous sommes intrinsèquement liés et que ce monde que nous avons en réalité est un monde que nous partageons. Et chacun est une valeur pour l'autre, chacun est une lumière pour l'autre, et considérer l'autre, c'est placer l'humain au cœur de son existence, c'est avoir un comportement positif, une vision positive, et comme voir les gens comme richesse, et toujours travailler, agir de sorte qu'on ne fait pas de mal à autrui, qu'on ne fait pas de mal, en tout cas que l'on n'agisse pas envers quelqu'un de manière qu'on ne voudrait pas que l'on agisse envers nous-mêmes. Donc voici un peu ce qui résume la philosophie Ubuntu d'une manière partielle. Parce que parler de Ubuntu, effectivement, on peut l'illustrer sur plusieurs angles dans le sens professionnel et autres. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que Ubuntu, fait appel surtout à ce que l'on appelle l'affirmation de soi. Cette identité que l'on a et que l'on tire des autres. Cette identité, surtout à l'échelle du continent, on le sait, on a une africanité profonde et qui est des valeurs, le soubassement, c'est des valeurs intrinsèques où on trouve notre racine dans la communauté. Et cette communauté, c'est le nous. Et donc, l'existence de cette communauté garantit notre individualité et garantit la richesse de tout un chacun. Et en dehors de cette communauté, il y a l'écosystème global. On parle de mondialisation. Aujourd'hui, on parle même de globalisation. Et donc, aujourd'hui, il y a les autres. Ce que nous pouvons apporter aux autres. Donc, mettre l'autre au cœur de nos préoccupations, voici Ubuntu. C'est important de ce que tu dis, parce que dans le mot Ubuntu, il y a la communauté, mais aussi la communauté ne peut pas se former sans les individus. Absolument. Donc, ce sont les individus qui commandent le collectif. Absolument. Et la raison pour laquelle j'imagine que vous avez décidé de choisir Ubuntu comme nom pour votre université numérique, c'est pour montrer aux gens que si les individus se forment, se mettent en compétence, développent les soft skills, sur le long terme, forcément, on aura comme résultat une communauté réunie, une communauté compétente, une communauté qui œuvre vers l'essentiel et vers le développement de manière collective. Et ça revient, je ne sais pas si tu es familier avec les recherches de Dr. Jordan Peterson. C'est un Canadien, mais aussi un psychologue, un psychoanalyste, qui a fait pas mal de recherches sur la responsabilité individuelle. Que tout commence par l'individu. Par exemple, l'une de ses citations les plus renommées, c'est « nettoyez votre chambre ». Parce que si vous faites votre chambre, vous avez commencé votre journée en réalisant une tâche. Et ça vous aide à réaliser d'autres tâches beaucoup plus grandes. Ouais. Mais maintenant, avec Ubuntu, la notion de communion, de communauté, avec ce qui se passe dans le monde, la guerre en Russie, les divisions, que ce soit religieuses, que ce soit géographiques, que ce soit économiques, les disparités, les inégalités, pour quelqu'un, un jeune en fait, qui voit le monde de manière pessimiste et se dit, je veux vraiment être collectif, je veux vraiment être dans le sens Ubuntu, mais j'ai l'impression que tout le monde est égoïste. Comment on peut transformer, que ce soit en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde? Parce que quand je faisais ma recherche sur toi, le mot qui revenait souvent, c'est la citoyenneté active. Et je pense que c'est l'une de vos valeurs les plus fortes. Comment on peut évoluer dans un monde qui est de plus en plus individualisé, qui est de plus en plus égoïste? Comment on peut développer, renforcer cette Ubuntu-là? Oui, alors, d'abord, il faut comprendre une chose, que le monde subit une influence dans ces changements, dans ces transformations. Par cycle, les sociétés évoluent et parfois, il y a des pouvoirs que l'on ne peut pas saisir directement, mais qui influent directement ou indirectement les transformations de nos sociétés. Et maintenant, ces orientations sont portées par des hommes. Il faut savoir que tout changement qui existe, c'est des hommes qui sont à la base de ce changement-là. En tant qu'individualité, il faut se considérer d'abord soi-même comme le monde. C'est ça la première chose à voir. Parce que à la base, avant même d'agir sur les autres, il faut agir sur soi-même. Et je pense que
pour pouvoir incarner les valeurs de Ubuntu, c'est pour ça que je suis et à la base de Ubuntu. On pourrait commencer, nous sommes, souvent on dit nous sommes pas ce que vous êtes, mais il y a toujours l'idée de l'être d'abord avant de devenir. Il y a l'idée toujours de la source. Et donc, nous pouvons être ce que nous voulons voir de ce monde d'abord. C'est comme ça que le changement commence, à travers notre attitude individuelle vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que la première chose que nous négligeons souvent, pour beaucoup qui prétendent vouloir aider le monde, vouloir transformer le monde, il faut se transformer soi-même. Gandhi disait qu'il faut être le changement que l'on veut voir justement du monde. Et donc, carrément, pour changer de perspective, pour changer le monde, il faut d'abord se changer. Et en se changeant, en se donnant des valeurs et en s'abstenant dans son langage, dans son comportement, dans sa démarche de faire des propos ou des actions qui sont aux antipodes de la positivité, aux antipodes de la bienveillance, aux antipodes du bien, et incarner l'éthique, en soi, on arrive à commencer à inspirer. On est suffisamment outillé et comme ça, on commence à inspirer. Effectivement, notre interaction avec les autres. Vous savez, le mal, aussi grand, aussi puissant que ça puisse être, ne pourra jamais dépasser le bien. La lumière est forte, l'amour est fort. Et donc, lorsqu'on arrive à avoir une constance sur une démarche, on commence à agréger les gens autour de nous. Parfois, je te donne juste un exemple simple, terre à terre. Tu pouvais venir t'adresser à moi d'une manière peu respectueuse. Même la réponse que j'ai à te donner, par exemple, tu peux venir, mais écoute, tu as agi ainsi ou telle ou chose, mais moi, au lieu de te dire Abibou, mais écoute, tu es qui pour me parler ainsi, je pourrais te dire, ah, d'accord, Abibou, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi agis-tu ainsi avec moi? L'empathie, la compassion. Poser de l'empathie avec la communication positive, on arrive aujourd'hui à te faire changer de comportement, à t'écouter. Et donc, une fois qu'on écoute l'autre, nous déverser ce qu'il a, nous lui donnons ce que nous avons. Donc ça, c'est une première chose, un premier pas, c'est d'abord commencer par soi, dans nos relations, interactions avec l'autre, et porter des initiatives, justement, de changement collectif. Et toi, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ça. Tu es en train d'inspirer cette audience qui écoute certes des influences. Donc, du coup, il faut arriver à pouvoir se positionner comme un acteur de changement, un serviteur de la lumière et un ambassadeur du bien. Ça, c'est fondamental pour changer, justement, aujourd'hui, le cours de ce monde. Et puis, s'investir, identifier des gens qui sont au même niveau que nous. Parce que si ceux qui font, je sais pas qui le disait encore, en tout cas, on n'a pas à blâmer ceux qui font le mal, mais ceux qui les laissent faire. Donc, il faut aujourd'hui arriver à créer des synergies avec les gens qui ont les mêmes valeurs, à travailler ensemble, à mobiliser les efforts, à mobiliser les actions et à poser des stratégies. La stratégie doit être au cœur de tout ça. Souvent, les gens qui se disent de bien sont des gens qui travaillent passionnément mais sans stratégie. Ce sont des gens qui travaillent passionnément mais très esselés. Alors que l'intelligence collective aujourd'hui peut nous permettre de changer les transformations de notre monde. En affaires, on peut se dire, au lieu d'avoir un business model qui met en avant le profit, on peut créer une entreprise et avoir un business model qui met en avant la mission, l'impact. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis. En fait, tout commence par soi. Et même, je pense que même Nelson Mandela, quand il utilisait le mot Ubuntu, dedans, tu vois carrément que le monde, en fait, le fait d'être Ubuntu n'est pas aussi simple que ça, qu'on se dise la vérité. Absolument. Parce qu'en tant qu'être humain, nos deux pires ennemis, c'est notre mémoire et notre imagination. Absolument. Notre mémoire nous permet de se rappeler de l'histoire, de ce que comment la colonisation nous a impacté, comment, en fait, nos aïeux, comment nos grands-parents ont été maltraités. Et en même temps, l'imagination. On imagine un futur meilleur que celui que nous vivons actuellement, et ça nous rend anxieux, ça nous rend incertés. Et je pense que Nelson Mandela a emmagasiné ces deux valeurs-là. Il a su maîtriser sa mémoire du passé, mais il a su aussi développer de l'imagination positive. Ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas du tout facile. C'est ça, l'afro-optimisme. C'est ça, et ce qui n'est pas du tout facile dans la vraie vie. Ouais. Donc, je sais que tu es un afro-optimiste, mais imagine, il y a un étudiant ou bien un jeune qui est devant toi et qui te dit, Massamba, vends-moi
l'idée d'être afro-optimiste? Ok. Alors, l'idée d'être afro-optimiste, c'est d'abord une prise de conscience. Parce que tout doit partir sur la base de connaissance de soi. Et on ne peut pas être afro-optimiste si on ne connaît pas l'idée de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique représente? Les civilisations, en tout cas l'histoire du monde aujourd'hui, a vendu effectivement l'Afrique d'une manière qui, en tout cas, qui est peu reluisante. Et aujourd'hui, il faut qu'on change les choses. Chinois Achebe disait que tant que l'histoire des chasses, en tout cas, sera racontée, contée par les chasseurs, donc ouais, justement, c'est vrai. voilà. T'as parfaitement raison. Justement, il faut que les lions commencent à raconter donc leur histoire pour que les lions soient, en tout cas, l'acteur victorieux de l'histoire de chasse en tant que tel. Si c'est le chasseur qui raconte ça, justement, il y a un changement. C'est le chasseur qui va donner une image beaucoup plus effectivement avantageuse que cela. Donc d'abord et avant tout, il faut changer l'histoire. Il faut changer la donne sur ce qu'on nous dit. Et surtout qui raconte l'histoire, ouais. Qui a créé cette histoire. Voilà. D'habitude, ce sont les perdants qui racontent l'histoire. Malheureusement, c'est ça tout le. Mais les vrais victorieux, d'habitude, ne parlent pas. Non, voilà. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les lions aient leur propre historien. Et nous sommes les historiens de ces lions-là. Nous sommes ces lions-là. Il faut qu'on change l'histoire de l'Afrique avec une connaissance, avec une attitude, avec une prise de conscience de ce que nous représentons, de ce que nous pouvons et de là où nous allons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut être afro-optimiste, on n'est même pas, l'afro-optimisme, ce n'est même pas une question de vouloir être l'afro-optimiste. Parce que le monde aujourd'hui, en tant que tel, dit que l'Afrique est le devenir du monde. Oui. Mais c'est aussi une manière de nous leurrer sur ce que nous représentons aujourd'hui. Regarde un peu comment ça se passe dans le monde. Les guerres, les crises. Aujourd'hui, en France, il y a pénurie de carburant, de riz et même de moutarde. Et même la guerre de l'Ukraine et tout ça. Donc, tous les transformations. La Covid nous a montré à suffisance la vulnérabilité des pays qui se targuaient d'être les plus puissants. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que nous avons les richesses, la ressource, la matière première. Nous avons des ressources minières, des ressources magnifiques, mais nous avons surtout la plus importante ressource, c'est la ressource démographique. Et c'est ça qui est d'abord l'Afrique. L'avenir de l'Afrique dépend essentiellement, ce n'est pas ces richesses minières ou autres, mais c'est le capital humain. Comment est-ce que nous changeons ce capital humain, nous poussons ce capital humain à changer? Changer l'histoire, c'est raconter des histoires de succès aussi. Souvent, malheureusement, on ne raconte pas très souvent les histoires de nos succès. Par exemple, si tu prends au Sénégal, si tu racontes le cas de Babacar Ngom, le cas même de Sadio Mané, le cas de beaucoup de rôles modèles qu'on pourrait vraiment processer et enseigner ça dans nos écoles. Le cas de Ladior, le cas de nos vaillants Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Ibrahim Niass, qui est mon guide et qui a théorisé l'Afrique aux Africains. Et qui a montré combien les Afriques étaient la richesse et l'avenir du monde. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ce que nous avons, travailler à changer de paradigme, avoir ce que nous sommes comme une opportunité et pas comme des obstacles, et avoir à se poser aujourd'hui comme des problèmes solvers. Parce qu'il y a des problèmes finder. Il y a des gens qui vont toujours, parce que l'afro-optimiste, c'est celui quand il voit un problème, il va se dire comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Quelle opportunité ce problème aujourd'hui se pose? Et je pense qu'en Afrique, tout est problème, tout est à refaire. Et le seul fait d'identifier un problème est une solution qu'on peut vendre, est une solution qu'on peut monétiser, est une solution qui peut fédérer le maximum de personnes pour pouvoir aller vers justement l'émergence de solutions qui fait la bonheur de tous. Je suis d'accord. Mais sauf que, en fait, ce que tu dis, je suis d'accord. Mais d'où l'importance d'avoir un capital humain assez formé, assez compétent. Absolument. Parce qu'en fait, on peut démontrer scientifiquement parlant que l'Afrique est le devenir de l'humanité en termes de ressources. Mais en termes de résultats, on est loin de cette réalité. Donc, il y a un déphasage entre l'avenir qu'on nous vend et aussi la réalité actuelle du pays. Parce que si on prend le monde entier, on est le continent le plus riche en termes de ressources, mais en même temps, on est le continent le plus pauvre. Et ça fait des années que j'entends beaucoup de gens qui se disent on va changer, il y a beaucoup de choses à faire, on va. Mais en réalité, on a du mal à voir les résultats. Donc, est-ce que le problème, c'est un problème de capital humain et d'où l'importance d'avoir Ubuntu University qui a pour but de démocratiser les compétences? Mais où est-ce que le problème, c'est
on a acheté le rêve qu'on nous a vendu. Genre, on a mordu l'hameçon, quoi, avant même de commencer la guerre. C'est comme si on se déclare forfait avant même de commencer la guerre. Ou bien on se croit gagner la guerre avant même qu'il y ait une guerre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, non, mais vous savez, on est dans un monde VUCA, tu le sais. Si, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est aussi cette problématique qu'on vit. Ce n'est pas un seul problème qui fait la chose, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs et qui arrive à poser ce que tu dis là au niveau systémique. Maintenant, il faut s'engager au niveau systémique pour changer la donne. Effectivement, il y a un problème par rapport à la base d'orientation stratégique. Et l'orientation stratégique est définie malheureusement par des gens qui sont engagés, surtout en politique, qui prennent des décisions, qui ont une orientation stratégique de politique de développement. Malheureusement, les politiques de développement qu'on a vues en Afrique depuis l'avènement de l'indépendance jusque-là sont des politiques de développement alignées à un modèle qui n'est pas notre modèle, qui n'a pas de soubassement culturel. C'est quel modèle? C'est le modèle occidental. Ok. C'est le modèle occidental qui aujourd'hui se targue de libéralisme, de capitalisme et qui est à son déclin. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que on est parti de mauvais pieds. Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'aujourd'hui, on a une possibilité de se réinventer dans nos individualités en prenant conscience de notre pouvoir de changer la donne par la décision, par l'action. Mais comment on peut prendre ce pouvoir si on est assimilé, si même notre éducation est basée sur un système francophone? Justement. En fait, tu vois le déphasage, tu vois l'incohérence. Mais on a aussi à chaque problème une opportunité. Okay. Le fait d'avoir cette éducation aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plusieurs programmes. L'information, la connaissance aujourd'hui est devenue accessible. C'est à nous de nous positionner sur quelle formation on veut, quelle information on veut, quelle orientation on veut. Donc ça aussi, il y a une responsabilité individuelle. Parce que l'idée, c'est quoi? On s'est toujours dit que la guerre était perdue d'avance. Et quand on a cette mentalité de perdant, on ne peut rien gagner. Donc il faut d'abord, Habib, qu'on arrive, nous, en tant qu'Africains, surtout jeunes Africains, à comprendre, à voir les défis ailleurs, parce que partout dans le monde, il y a des défis, et à nous prendre aujourd'hui comme des acteurs de notre changement. D'abord, en investissant, parce que l'engagement politique est très important. Il y a l'engagement citoyen pour changer, l'éveiller les consciences collectives et autres, mais il faut qu'on investisse les instances également de prise de décision pour pouvoir aussi arriver à insuffler la pensée que nous avons. Et comprendre surtout que les dynamiques de changement du monde là, jusqu'à présent, même la finance mondiale qui détient ça, c'est tout le temps moins de 10% d'individus qui arrivent à créer des changements. Les inégalités économiques. Absolument. Donc si on arrive à fédérer au moins 5% d'acteurs qui travaillent sur une stratégie claire, ils pourront influer sur les autres. Ils pourront influer sur la démarche du continent, mais aussi il faut qu'on continue à sensibiliser, qu'on continue à changer le narratif, à montrer l'histoire de nos succès et voir l'Afrique au-delà de cette période qui nous caractérise. Parce que souvent, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on parle souvent de l'esclavage, la colonisation. Il faut rompre avec ça et voir notre culture, les richesses culturelles que nous avons au-delà, les empires, les pyramides, la civilisation, les mathématiques. Voilà, la géométrie, tout est basé ici. Et lorsqu'on s'approprie ça, et comme disait Cheikh Anta Diop, va revenir à la base avec le souverainisme. Travailler à réformer nos systèmes éducatifs, à parler notre langue nationale, qui est important parce qu'on ne peut rêver que par sa langue maternelle. On ne peut pas rêver par une autre langue. Donc, il faut arriver à vraiment à travailler ces choses-là pour pouvoir arriver à créer une transformation. Et donc, l'éducation, c'est la base. Il faut qu'on investisse l'éducation à la base, changer les dimensions, la prise de conscience qu'on a là. Il faut qu'on l'insuffle en tout cas à cette nouvelle génération depuis le bas et qu'on continue à apporter des actions hautement qualifiées avec une stratégie claire pour changer la donne. Non, parce que ça revient à la même notion que le développement durable. En tout cas, moi, peut-être parce que je suis analytique, mais à chaque fois quand j'analyse des problèmes complexes, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dedans. Par exemple, tu parles de développement durable. On dit qu'en fait, le monde va terminer à cause du réchauffement climatique et que les niveaux de mer vont augmenter. Il y aura beaucoup de catastrophes naturelles et qu'on doit diminuer nos consommations énergétiques. Pour un Européen qui dit ça, je peux comprendre. Mais nous, on n'a même pas encore démarré. Déjà,
80% des foyers africains utilisent du charbon. Si vous interdisez aux gens d'utiliser du charbon, ça veut dire que vous allez tuer minimum 100 millions d'Africains. Ce sont les personnes les plus pauvres qui payent, en fait, les pots cassés. Donc, j'ai du mal quand tu vois des capitalistes ou bien des environnementalistes ou des experts en développement durable taxer les pays développés et nous aussi, les pays en voie de développement, de pollueurs. Ouais. Alors que c'est leur résultat. Non, mais c'est leur industrialisation. Nous n'émettons pas plus de 4% du gaz à effet de serre. C'est ça mon problème. Et pourtant, on nous impose des modèles de développement durable. Mais laissez-nous, foutez-nous la paix et laissez-nous développer. Justement, et j'ai entendu Tchonia dire ça quand il était, je pense l'année dernière au Canada, sur cette question-là de l'expérimentation qu'on doit faire nous-mêmes. Eux, ils ont expérimenté. Ils ont fait leur révolution industrielle. C'est normal, parce que tout ça aussi, il y a une dimension politique. Il y a certes une dimension environnementale qui est importante, mais il y a une dimension surtout politique et stratégique. Ils ont fait leur révolution industrielle. Ils ont arrivé vraiment à construire leur pays sur la base de ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution. On parle de 4e révolution aujourd'hui, qui nécessite un certain changement. Certes, le développement durable, c'est un concept qui nous concerne tous. Mais nous avons la responsabilité d'expérimenter, de faire des erreurs. Laissez-nous d'abord nous développer et après venez nous parler de la durabilité. Maintenant, pour que ça change, le truc c'est quoi? Les rapports sont simples. Vous savez, Habib, on ne peut pas développer un pays sur la base de l'argent de l'extérieur. Le problème, c'est là. Parce que à chaque fois, quand on nous donne des orientations systémiques, stratégiques, tu as vu le plan de redressement structurel, les PREF qu'on a vu aujourd'hui, avec le FMI, la Banque mondiale, qui aujourd'hui est à la base de ces problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Parce que lorsqu'on attend la source de notre développement, le financement de notre développement des autres pays, écoute, on sera toujours aligné sur un modèle. Et ce modèle-là ne sera pas notre modèle. Donc, il faut arriver à changer la source de financement. Il faut que l'Afrique et les pays africains prennent conscience de ça. Et donc, il faut changer les leaders à la tête qui comprennent qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une mutualisation, on va dire, territorialisation de l'Afrique. Où aujourd'hui, toi, en tant que Sénégalais, tu as de l'arachide, tu puisses aller au Mali, prendre là-bas de l'igname, voilà, et que tu as du pétrole et que tu puisses aller prendre quelque chose d'autre et vice versa. Il faut concevoir d'abord le partenariat sud-sud entre pays africains puisse être développé. Il faut qu'on puisse aller vers des politiques inclusives au niveau continental pour que l'Afrique finance son propre développement. Et si aujourd'hui l'Union africaine est financée par qui? La CEDEAO est financée par qui? Le néocolonialisme. Voilà. Nos institutions ici, les politiques de développement sont financées par qui? Donc, ce changement, ça, c'est inéluctable. Tant que nous continuons à nous soumettre à un système capitaliste mondial pour financer les projets que nous avons et que nous ne réagissons pas, nous ne réajustons pas par rapport à notre propre besoin, à notre propre préoccupation aujourd'hui, c'est mort. On aura beau faire beaucoup de choses, mais on ne va pas y arriver. En parlant de la citoyenneté active, en fait, le changement, ça commence par le bas, en quelque sorte. Et c'est important d'inclure toutes les diversités et tout. Mais comment ça se fait? C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, la loi de Pareto ou la loi de 80-20, où Pareto, qui était un économiste italien qui a trouvé que 80% de la richesse est détenue par 20% de la population. Maintenant, cette même logique est appliquée dans pas mal de contextes. Absolument. Mais comment ça se fait qu'en Afrique, 20% de nos politiques nous causent 80% de nos problèmes et que ça fait des années qu'on répète les mêmes cycles? Mais on a toujours laissé faire. Et la citoyenneté active est aussi une des solutions. Comment? La citoyenneté active suppose, au-delà d'abord du fait d'être citoyen, de payer ses impôts, d'aller travailler et de rentrer chez soi, de se prendre comme acteur du changement dans sa communauté. Mais il y a des gens qui ont pris ce chemin, qui se sont retrouvés au sommet, mais en même temps, ils sont entrés dans le système, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est que le système est fait de sorte que, comme j'ai dit, la complexité du système fait de sorte qu'à un niveau donné, tu as tout pour pouvoir changer. On l'a vu, des gens qui ont accompagné les régimes. J'en ai vu beaucoup, voilà. Ouais. Mais le truc avec la citoyenneté active, c'est que c'est le nombre. C'est que quand tu arrives à changer 1000 personnes et que 5 ou 10 personnes
vont dans l'autre camp, le changement continue. Et il y a cette question d'effet exponentiel qu'on peut créer. Boule de neige, lorsque tu crées un leader, lorsque tu donnes des compétences à quelqu'un, lorsque tu le responsabilises et qu'il commence à influer dans son environnement et qu'il fasse pareil, ben, naturellement, si tu changes 10 personnes changent 10 personnes, après ce sera exponentiel. Donc, il faut aussi qu'on travaille même dans le système, mais à la base. Parce que la révolution aussi est systémique. Il faut qu'on donne le pouvoir à la base. Et le pouvoir, c'est l'information. Le pouvoir, c'est la formation. Le pouvoir, c'est la stratégie qu'on met en place. En fait, je suis d'accord. Mais si on donne le pouvoir à la base et à chaque fois la base choisit la mauvaise personne, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la base. Peut-être c'est un problème de mentalité, de culture. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je vois beaucoup de personnes qui sont compétentes, éthiques, morales, qui aimeraient intégrer la politique, mais ils veulent pas parce qu'ils se disent non. En fait, c'est ça aussi. Tout à l'heure, je le disais sur le laisser-faire. Vous savez, on est arrivé à un niveau parce qu'avant, le champ politique était investi par des gens quand même qui étaient très engagés. Quoi que l'on dise, on a beau reprocher à Senghor ce qu'il a fait, Wadwo Jojo et tout ça, mais c'était des jeunes qui avaient certains idéaux qui étaient là et qui ont commencé. Maintenant, l'intérêt, la cristallisation au pouvoir, le clientélisme politique a fait que malheureusement, les coups bas, certains intellectuels, certains compétents ont préféré aller dans leur coin, faire leur carrière et passer. D'autres ont préféré être dans l'entreprise, faire du business et passer. D'autres sont dans l'ombre. Parce qu'ils se disent que ce milieu-là, c'est des requins qui sont là et tout ça. Ils ne veulent pas. Maintenant, pour assainir ce milieu-là, il faut des voix qui s'élèvent, des initiatives qui s'élèvent et qui permettent à ces gens-là d'avoir un cadre d'expression nouveau. Et ce cadre d'expression, c'est fait par le débat. D'abord et dans un premier temps, il faut que dans le débat public, qu'il y ait des gens, quand des insulteurs sont là-bas, qu'il y ait des gens qui sont dans le débat d'idées à côté. Mais les gens vont préférer regarder les débats d'insultes que les débats d'idées. Mais justement, c'est pour ça que la complexité, aujourd'hui, en même temps, on éveille une partie qui s'intéresse à ces débats d'idées, on crée des acteurs qui portent ce changement-là à travers ces débats d'idées, on expérimente des propositions au niveau local, parce qu'aujourd'hui, la démocratie, certes, on parle globalement, mais il faut pas négliger le fait de ce que tu peux faire dans ta communauté ou dans ton quartier. L'effet de l'essaimage, en fait, est très possible. Donc, si aujourd'hui, toi, dans ton quartier, tu arrives à mobiliser les jeunes autour d'actions positives, à les faire changer de mentalité, à travailler, par exemple, pour les ASC et autres, à faire en sorte qu'ils collectent les déchets ici et à les transformer, à les monnayer et autres pour financer leurs trucs inclusifs, à poser des initiatives économiques qui permettent de créer de l'emploi ici. Rapidement, tu crées un modèle. Et c'est la création de modèles au niveau, à petite échelle qui puisse après inspirer d'autres modèles. Mais si, parfois, attaquer le niveau systémique en haut peut poser grandement de problèmes. Maintenant, il faut aujourd'hui que nous, qui voulons le changement, les acteurs politiques, les leaders qui veulent le changement aussi s'inscrivent dans une grande dualité. Parce que le problème nous a trop asservi pendant très longtemps. Il faut que pour le changement aujourd'hui, qu'on aille vers une approche prospective. Qu'on se dise que voici là où nous voulons, voici les stratégies que nous mettons en place et que ça va étape par étape. Je suis d'accord. En même temps, je suis pour free speech, genre la liberté de la parole. Mais je pense qu'au Sénégal, en fait, je suis prêt à faire un débat avec n'importe quelle personne. Moi, j'aime bien les débats d'idées, les débats de raison. Mais quand ça devient émotionnel, quand ça devient une question de sentiment, de camp, de doctrine, de dogmatisme, j'évite parce que je sais que peu importe, jamais on va trouver un consensus parce que tu es venu avec des idées préconçues. Et la sphère politique au Sénégal, j'ai l'impression qu'on est dans cette doctrine-là, du genre, tu choisis un camp, et quand tu choisis un camp, tu vas plus dire de bonnes choses sur les autres camps. Ça devient un truc de dualité, quoi, du genre, chacun défend son camp, peu importe le prix. Et ça annule les débats d'idées. Et ça rabaisse le niveau intellectuel. Maintenant, il y a une proposition, il y a des alternatives qu'on peut créer. Par exemple, le débat numérique national de la jeunesse est une alternative. Dont tu es le président. Voilà. Explique un peu. Le débat est une alternative. La Covid, quand on a vu que la Covid s'est posée, l'idée de mobiliser toute la génération autour de solution to grow nous a permis de pouvoir fédérer beaucoup de gens autour de débats thématiques.
autour de débats sur les politiques publiques, à travailler, à avancer aujourd'hui, à produire quelque chose qui nous fédère au-delà de nos différences. Parce que malgré nos différences, nous pouvons toujours arriver à trouver des synergies. Mais ces synergies-là, on a le Jambar Act qui vient, qui est en train d'être drafté, qui est le pacte national de la jeunesse, qui va unir la jeunesse sur les consensus que nous avons au moins pu avoir sur la direction que nous voulons aller. Ensuite, ce consensus-là nous permettra d'avoir un plan d'action commun sur comment nous allons y aller. Et à ne pas se presser pour dire on va y aller demain, mais à travailler sur une stratégie jusqu'en 2060 où nous aurons 100 ans d'existence, d'indépendance, pour nous dire voici comment chaque année la stratégie qu'on met en place. Donc c'est des débats qu'on met, on donne la parole à des gens habilités à prendre la parole, effectivement, et on consulte également les autres pour pouvoir prendre leurs idées à travers de workshops, à travers une consultation ouverte, pour que chacun puisse dire son idée sur la construction de la nation, que ça soit sur les questions de la citoyenneté, le Sénégal qu'on veut, le rêve sénégalais, le devenir, que ça soit sur les questions de l'économie, comment bâtir l'économie, comment lutter contre l'inclusion, voilà, la croissance, comment fédérer les forces vives autour d'actions, que ça soit autour de l'innovation et autres. Nous sommes en train de travailler. Ça, c'est notre modeste part sur ce qui arrive. Il y a d'autres qui ont préféré s'engager sur des partis politiques pour y faire, mais c'est une superposition de solutions. Il y a d'autres organisations fédérales qui mobilisent des gens et qui travaillent avec leurs forces, qui mobilisent leurs forces, leur expérience, leur capitalisent leur richesse pour pouvoir aussi apporter des contributions, que ça soit sur le numérique, sur la citoyenneté. Il y en a énormément, mais c'est cette émulation d'actions positives au profit du devenir de notre continent, de notre pays, qui va arriver à donner de l'effort. Maintenant, si nous voulons changer les choses aujourd'hui, coûte que coûte, ça ne va pas se passer. Mais chaque étape, que ça soit les élections, que ça soit des crises qui arrivent, sont des opportunités pour poser un débat, c'est des opportunités pour fédérer, sont des opportunités pour trouver des consensus et fédérer ceux qui peuvent arriver à travailler ensemble. Je suis d'accord avec l'idée que plus qu'on a des débats, plus c'est mieux pour le consensus national, pour le développement du pays, en fait. Ça, plus qu'on a des voix, plus ça importe. Mais j'ai l'impression que les voix négatives, en fait, d'une manière ou d'une autre, finissent toujours au sommet des voix les plus importantes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les voix négatives sont les voix les plus entendues, les plus écoutées, sont les tendances en tant que telles. Les médias jouent un rôle et tout ça. Et que les voix positives ont toujours été déstructurées, très diffuses. N'ont pas eu de consensus aligné autour de cadres. Juste, c'est ça le travail aussi. Il faut que des acteurs prennent ces initiatives-là. Mais ça avance. Habib, moi, je reste optimiste sur le fait que, quoi qu'il en soit, je vois aujourd'hui un Bamba, l'eau de Paps, qui arrive à lever des fonds, un Wikari qui arrive à lever des fonds, à créer une solution sur les e-logistiques, un Yai Souadou qui arrive à mettre e-cover, à transformer justement, à proposer une alternative, un Djamboni qui travaille aussi sur l'habitat. Ouais. Je vois des gens, un Souleymane Seck comme ça, qui travaille sur l'éveil des consciences. Hein. Je vois un Sobelgom qui aujourd'hui essaie de fédérer un consortium. D'autres acteurs, je vois des jeunes, des Nafi Gay qui travaillent sur justement j'existe, donc le fait de donner une identité à chacun, un Sophie Gay qui travaille sur les racines de l'espoir. Donc toutes ces initiatives-là ne sont pas effectivement anodines, et ces initiatives-là, à chaque fois qu'un succès est créé sur un domaine, cela inspire d'autres à aller vers l'avant. Donc moi je crois profondément à l'émulation des actions positives au fur et à mesure qu'ils vont créer une tendance effectivement dans l'autre sens. Voilà. Et c'est surtout très important d'amplifier ces voix. Ouais. Et ça me désole quand par exemple au Sénégal tu vas tôt matin, tu vas les gens écouter Tess. Mais pourquoi tu commences ta journée avec des histoires aussi négatives, aussi abjectes, alors que t'as tellement de choses positives à quoi être reconnaissant. Nous, on est différents des pays scandinaves. Non, moi, je comprends pas. Les pays scandinaves, eux, c'est les médias qui poussent les tendances. Ici, les médias essaient d'avoir, justement, pour leur business model, essaient de créer des contenus. Moi, ça me fait mal. Même psychologiquement parlant, c'est même pas bien pour notre, en fait, bien-être en tant que communauté, le fait d'amplifier les trucs négatifs. Par exemple, même sur les journaux, tu vois des affaires de viol, des affaires d'inceste, des affaires de société. Sur aussi les plateaux télévisés, on invite quelqu'un qui râle et quelqu'un qui défend l'autre, mais on fait pas des débats d'idées.
Et la raison pour laquelle je crée ce podcast, c'est ça en fait. J'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Je veux juste écouter les gens dire leur histoire. Et c'est à vous d'être le juge. Vous faites comme vous voulez de l'information. L'essentiel, c'est que l'information est sortie par la personne. L'histoire est racontée par la personne elle-même et que personne ne peut diffamer cette histoire. Maintenant, pour un jeune, par exemple, je donne un exemple. Moi, quand j'étais à l'école, à l'université, je vais co-créer l'association des techniciens et ingénieurs en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Parce que je voulais contribuer, je voulais participer. On a fait des forums, on a été partenaire avec Perevantica. Je veux pas dire l'école. On a fait de belles choses en tant qu'étudiant. Même si on faisait notre master, on n'avait pas eu notre diplôme. Mais avec le temps, tu vois que même tes propres professeurs sont jaloux. C'est même tes propres professeurs qui vont venir dire que, ah, les jeunes là, ils se comportent comme si ils ont fini l'école, alors qu'ils sont toujours dans l'école, tu vois. On avait même eu des opportunités de bourse ou de voyage, mais ils nous ont privé de ça. Ce genre de choses. Et ça, moi, franchement, ça m'a carrément démotivé, quoi. Là, j'ai plus envie de m'engager. Je préfère plutôt me concentrer sur la responsabilité individuelle. Ouais. Je vais faire de mon mieux tous les jours. Je vais être un facilitateur. Je vais contribuer. Je vais inspirer. J'espère que tout le monde fera pareil. Si tout le monde fait pareil, on s'en sortira vainqueur. Ouais. Au lieu de rassembler, de fédérer, tu vois un peu l'idée. Ouais. Non, mais vous savez, là, les stratégies qu'on peut mettre en place sont énormes. Mais chacun a une responsabilité individuelle sur faire ce qu'il peut faire au moment où il peut le faire avec ce qu'il a. C'est ça, l'expérience effectuelle, comme tu le sais. Chacun, ce qu'il est important. Ce qu'il sait est important. Ce qu'il connaît est important. Il peut saisir des opportunités de transformer sa vie et de transformer sur les autres et d'influer son environnement direct. Cela n'empêche pas que dans l'ensemble, il faut qu'on identifie comment on travaille ensemble. En plus, il faut savoir que tu as vécu une expérience qui n'est pas reluisante par rapport à ça. Mais par ailleurs, il y a aussi des storytelling qu'on doit faire sur ceux qui ont vécu des expériences positives dans cela. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations de jeunes. Moi-même, j'en ai accompagné qui, effectivement, se sont créés à l'université et qui aujourd'hui arrivent. Moi, quand j'étais à l'université, je m'étais engagé sur des clubs. Le club AODA, donc pour l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et aujourd'hui, ce club est en train de faire d'énormes choses et porté par une relève. Et au niveau de la fédération, pareil. Au niveau de la JCI, c'était comme ça. J'ai travaillé à arriver à créer une organisation avec des amis. Aujourd'hui, cette organisation est en train de faire de belles choses. On a fait carrière, on est passé à autre chose. Et je pense qu'il faut créer des relèves, il faut créer de bonnes pratiques, qu'il faut mettre les gens dans un cadre où ils puissent porter le leg et à chaque fois voir le next step. Ce que tu fais là, il y a un next step. Et à partir de ce podcast-là, beaucoup de choses peuvent émerger. Un autre business model peut émerger, où des partenaires viennent, où ceux qui viennent ici sont accompagnés par tes partenaires et autres, et tu contribues directement, au-delà même de la sensibilisation, de l'éveil des consciences, à avoir un apport direct, un impact direct sur le projet des autres. Moi, je crois en ça, et ça, c'est possible. C'est des choses qui sont palpables, mais ce n'est pas suffisant. On est 17 millions, ce n'est pas beaucoup, certes, mais il faut qu'on amplifie les histoires de succès. Il faut qu'on amplifie les histoires de réussite. Il faut que nous, qui essayons de faire quelque chose de bien, puissions aussi hausser le ton pour que l'harmonie, le chant que nous créons puisse prendre le dessus, parce que nous avons la meilleure mélodie qu'il y a, en tout cas qu'il existe. Et je pense qu'en continuant comme ça, un changement aussi peut se décliner, mais de façon douce. C'est tellement important. Maintenant, avec Ubuntu University, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour démocratiser les compétences, comment les jeunes pourront intégrer, comment les jeunes pourront développer leurs soft skills. Mais avant de répondre à cette question, j'imagine que tu as formé beaucoup de jeunes, tu as accompagné beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de professionnels. Est-ce que tu peux nous détailler quels sont les soft skills que les jeunes manquent le plus d'après ton expérience? Alors, d'abord et avant tout, nous sommes dans le XXe siècle, donc qui est caractérisé surtout par l'incertitude d'abord, l'ambiguïté, on l'a dit, la complexité, la volatilité. Donc, les soft skills qui sont importantes, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, quand on ne s'adapte pas, on ne peut pas avancer. Donc, d'abord et avant tout, il y a la soft skills basique, essentielle, que tout acteur doit avoir dans ce siècle, c'est la réflectivité. La réflectivité, c'est le fait de se prendre soi-même comme objet d'étude. En se prenant soi-même comme objet d'étude, on arrive justement à comprendre ce qui nous manque,
nos faiblesses, nos points forts, nos axes d'amélioration, effectivement, comment on procède pour pouvoir se continuer. Faire une introspection justement profonde sur ce qui nous manque et aller chercher justement ce que l'on n'a pas. Ensuite, la capacité à apprendre à apprendre. Parce que malheureusement, le système que nous avons nous dit apprenez. Tu vas à l'école, on te dit apprenez. Mémorisez plutôt. Mémoriser. Mais on nous a jamais appris comment apprendre. Surtout comment réfléchir. Voilà, comment réfléchir. Donc tout ça, c'est des techniques aujourd'hui qui sont élaborées, qui sont abouties. C'est des compétences que nous avons, qui sont chez nous, mais que nous pouvons développer pour le mettre au profit de nous. Si on arrive à avoir une bonne réflexivité, à pouvoir s'adapter, à apprendre, on comprendra aujourd'hui qu'il faut développer justement ça. C'est tout ce qui est le savoir devenir. Parce qu'on parle de savoir-être, mais il y a aussi le savoir devenir. Les questions de se planifier, de se projeter, de s'imaginer dans le futur clairement avec un projet, une cohérence avec nos valeurs et nos aspirations. Il y a aussi la capacité à avoir la pensée critique. Ça, aujourd'hui, c'est un soft skills qui est important à pouvoir développer. Comment on développe la pensée critique pour pouvoir réfléchir sur des problèmes complexes. D'accord? Et effectivement, la résolution de problèmes, de problématiques, surtout des problématiques complexes. Donc ça aussi, c'est des compétences qu'il faut à tout prix qu'on l'aille, parce que aucun de ces problèmes que nous rencontrons, aucun de ces défis que nous rencontrons n'auront une seule solution, ou ne seront causés par un seul problème. Souvent, tu me parles de l'éducation, on peut parler sur tous les aspects. Financement, même ce podcast-là, ça peut durer 24 ans. Voilà, acteurs. Il y a tellement de sujets. Il y a toujours cette complexité. Et pour pouvoir gérer ça, il faut avoir la capacité à pouvoir avoir justement la pensée complexe. Il y aura la capacité surtout à se gérer, le temps, la gestion du temps. Malheureusement, aujourd'hui, les 24 heures ne suffisent pas. Il faut travailler, il faut apprendre. Et tu as vu l'article sur Sénéweb là qui disait que les Sénégalais perdent 17 heures de leur temps par jour. Par jour, ouais. Donc voilà je vois là un peu aussi. Mais franchement, Massamba, comment on peut espérer devenir émergent si une population composée de 67% de jeunes perdent 17 heures non productives par jour? Bon, écoute, quelqu'un qui ne travaille pas déjà perd 24 heures. D'accord. C'est exceptionnel. Donc ça, il faut le dire. Et donc, voilà le taux de chômage. Oh ouais, c'est sûr. Donc, au Sénégal, on parle de taux d'insertion, ceux qui ont de l'emploi véritablement décent en tant que tel, qui n'arrivent même pas à 1 million sur les 17 millions de Sénégalais. Donc, ça veut dire qu'il y a extrêmement de gens qui, aujourd'hui, sont sur des activités non productives. Ces activités non productives, c'est du wassakhalat, c'est des tests, c'est des trucs du genre, c'est des luttes, musique, danse, c'est des cas qu'ils font là, c'est les marabouts, et tout ça. Donc, effectivement, malheureusement, l'espace médiatique n'est pas encadré. Parce qu'une énergie, lorsqu'on a une orientation, il faut une stratégie de communication qui encadre et qui permet de pouvoir mettre le développement au cœur des concertations, le développement dans les préoccupations et éclore les opportunités. L'État fait beaucoup d'efforts sur beaucoup de domaines, mais c'est pas suffisant parce que on peut pas arriver à semer quelque chose et à travailler pour son contraire. Il y a 2 poids, 2 mesures sur beaucoup d'actions et il n'y a pas de les moyens de communication essentiels pour aussi mettre en avant certaines initiatives. Donc ça, c'est une chose. Par rapport aux soft skills, il y a l'entrepreneurship, le leadership qu'il faut aussi développer, le leadership personnel, le leadership transformationnel. Il y a effectivement la capacité de communication, les communication skills. Voilà, comment on communique, que ça soit à l'écrit et par extension, tout ce qui est communication sur qui on est, e-reputation, quand tu le prends sur le plan digital et autres, comment on dit branding, le personal branding. Tout ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est un produit. On est un produit et il faut savoir se vendre. Donc voilà, il y a le management skills également qui est importante. Donc tout ça, il y a un certain nombre de skills qui sont importantes, qu'il nous faut développer et qui sont des compétences les plus recherchées aujourd'hui pour les entreprises et pour les organisations. J'imagine il y a quelqu'un qui s'est dit, mais ça c'est beaucoup de choses. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que tout ça revient au fait qu'on est des êtres humains. On n'est pas des créatures. On n'est pas des robots ou des automates qu'on programme pour réaliser une tâche spécifique. L'être humain est complexe et on évolue dans un monde, comme tu as dit, qui change constamment. Raison pour laquelle
c'est important d'avoir tous ces soft skills pour pouvoir s'adapter. Et on les a d'abord. L'idée, ce n'est plus d'avoir. L'idée, c'est de développer ces soft skills. Et surtout d'être, quoi. Voilà. C'est d'être. Être un être humain. Justement. Et de prendre conscience de ça. Parce que l'idée, il y a des gens qui ont beaucoup de ces connaissances, de ces compétences, mais ils n'ont pas encore conscience qu'ils l'ont. Et ils n'ont pas encore modélisé. Et le fait de modéliser un certain nombre de compétences, de comprendre ça et d'en prendre conscience, donne une valeur ajoutée sur beaucoup. Et justement, c'est pas essentiel, la confiance en soi. En soi. Surtout la conscience. La conscience de soi, c'est une des déclinaisons. Parce que la conscience de soi, l'affirmation de soi aujourd'hui, sont issues justement de la confiance en soi. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes, en fait, vivent et s'adaptent par rapport aux réalités externes. Mais tout commence à l'intérieur. En fait, la vie, ce n'est pas une quête, mais c'est une réalisation de soi d'abord. Ouais. Et à partir de cette réalisation, tu vas vers les quêtes, que ce soit personnelles, spirituelles, professionnelles, pour partager cette réalisation. Ouais. Mais si t'es pas heureux, si tu te connais pas, mon gars, tu vas te perdre Walter pour l'éternité. Il disait que le but de la vie, c'est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa propre nature. C'est pour ça que nous sommes tous. Et surtout Mark Twain qui disait qu'on a 2 vies et la deuxième commence au moment où on se rend compte qu'on en a qu'une seule. Absolument. Tu vois, c'est important. Et pour les gens, comment ils peuvent intégrer Ubuntu? Comment ils peuvent apprendre tous ces soft skills? Bon, alors, Ubuntu, nous procédons par programme. Pour la plupart en B2B d'abord, dans un premier temps, parce que nous travaillons beaucoup avec les partenaires dans le cadre des projets qu'ils implémentent pour les accompagner sur la partie soft skills. Maintenant, nous lançons justement le African Soft Skills Development Tour, qui sera ouvert, un programme ouvert et en ligne, qui pourra être accessible par le maximum de personnes. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement individualisé, il faut juste aller sur le site et puis essayer de nous contacter. Et puis, on a un programme personnalisé pour chacun, que ça soit pour l'entreprise, pour le particulier et effectivement pour les organisations. Donc voilà, c'est simple, mais nous commençons à mettre beaucoup de programmes effectivement accessibles et ouverts à tous qu'on est en train d'implémenter, qui permettra aussi à toute cette population qui n'a pas accès justement parce que le savoir a un coût de pouvoir se former gratuitement. C'est important. Encore, on va mettre les liens dans les show notes et on va inciter les gens de les découvrir tous ces programmes. Mais ce qu'on a discuté aussi, c'est le capital humain qui est super important. Comment mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut? Parce que parfois, on peut avoir des personnes compétentes qui ont fait des formations d'Ubuntu, qui ont développé les soft skills, mais qui n'ont pas les opportunités. Je pense que les gens parfois confondent entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est quoi? On est tous égaux devant Dieu, on est tous des êtres humains, on est tous égaux devant la loi. Mais l'équité, c'est les opportunités. Les opportunités, ça se crée. En même temps, ça se donne en fonction de ce que tu sais faire, genre les compétences. Donc, on est égaux, mais on n'est pas équitable. Mais il y a des gens qui sont compétents, qui sont éthiques, qui ont des principes et des valeurs, qui malgré tout n'arrivent pas à obtenir des opportunités. D'où parfois on parle de free market. Comment on fait pour démocratiser le marché pour que les personnes qu'il faut puissent avoir les opportunités qu'il faut. Comment on peut faire ça? Bon, déjà la question d'opportunité, c'est quoi? What's opportunities? C'est quoi l'opportunité? Moi, je me dis que l'opportunité, c'est le problème. Qu'à chaque fois qu'on trouve une problématique ou un problème spécifique, un défi, c'est une opportunité. Il y a des gens qui préfèrent aller dans le système de carrière ou de l'emploi. Effectivement, pour cela, il faut un certain nombre d'exigences que demande le marché. Tout à l'heure, j'ai parlé des soft skills et le Forum économique a publié justement 10 soft skills aujourd'hui qui sont les plus importantes pour en tout cas pour le 21e siècle, notamment d'ici 2030. Et il faut effectivement se donner les compétences et pouvoir être utile. Parce qu'il n'y a pas de secret dans ce monde. Ceux qui sont utiles, ceux qui apportent de la valeur, n'ont pas de problème pour s'insérer. C'est quand tu n'arrives pas à apporter de la valeur. C'est ça, voilà. C'est quand tu n'arrives pas à apporter. Parce qu'avoir des problèmes, ça ne va pas dire que tu es compétent. Non, il faut arriver à apporter de la valeur. Maintenant, quand tu sais apporter de la valeur, il faut savoir montrer que tu as cette valeur-là. Savoir se vendre. Savoir se vendre. Donc, c'est comme ça qu'on crée. Donc, il faut d'abord développer des compétences
pouvoir apporter de la valeur, que ça soit à travers l'emploi ou à travers l'entrepreneuriat, créer une structure et tout ça, et effectivement développer sa structure sur la base des problématiques, des défis et des services que tu offres aux autres et qui sont prêts à apprendre ça. Donc je pense qu'aujourd'hui la problématique d'opportunité au niveau bas ne se pose pas trop, mais c'est comment est-ce que nous saisissons les opportunités qui se posent problème. Pour saisir ces opportunités, il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice, nous sommes dans une époque où il est important que nous nous ajustons, nous travaillons à être les hommes de notre époque. Et les opportunités sont partout. Aujourd'hui, là où tu es, tu peux travailler. Moi, j'ai travaillé dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds. Si, en ligne, ouais. J'ai travaillé dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai démarché dans des pays où je n'ai jamais mis les pieds. Mais pourquoi? Parce que je me suis créé un environnement qui me permet de pouvoir vendre mes compétences. C'est très rare, personnellement, à titre individuel, c'est très rare. Je montre ce que je fais à un niveau. Oui, mais c'est très rare que j'aille dire, OK, donnez-moi ça. Parce que les gens, une fois que tu travailles avec eux, ils te connaissent, ils arrivent aujourd'hui à te recommander à d'autres. Parce qu'il y a l'effet réseau la réputation qu'on se crée. Et il faut vraiment qu'on soit rigoureux sur qui on est, sur ce qu'on fait et qu'on sache vendre véritablement nos compétences et pour pouvoir justement saisir pleinement les opportunités. Non, moi, ça, je peux te parler toute la nuit, mais on est un peu tenu par la temps. Donc, j'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. Bon, on voit tout ce que tu es engagé, tu contribues, t'as apporté beaucoup de projets citoyens, les débats numériques, Ubuntu University. T'es vraiment une personne inspirante et qui donne à la société. Et je te respecte et je t'apprécie pour ça. Mais au-delà de tout ce que tu fais, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment en fait tu t'es rebondi? Bon, moi je dis que déjà en termes d'échec, j'ai échoué énormément. Pareil pour moi là. J'ai porté beaucoup d'initiatives, que ça soit des entreprises qui ont carrément cramé et tout ça. Mais par rapport à l'échec en tant que tel, à chaque fois moi que j'ai échoué, à chaque fois que j'ai douté de moi, j'ai pris un temps pour revenir et pour me redonner à Dieu. Et je pense que ce qui m'a permis de tenir jusque-là aujourd'hui, c'est quoi qu'il m'arrive dans la vie, je me dis que c'est arrivé pour une chose. Et cette chose-là, c'est pour le bien de la mission que je me suis donnée. C'est comme ça que je relève l'ensemble des défis. Quand je commence quelque chose, ça ne marche pas, je me dis quelle opportunité ça me donne. Pourquoi ça ne marche pas? Comment pourrais-je faire pour que ça marche? Ou quel est le message ici? C'est comme ça que j'essaie de me positionner sur les défis que j'ai devant moi. Et j'ai quand même une confiance inébranlable en mes capacités. J'essaie d'aller toujours jusqu'au bout pour ne pas dire j'aurais pu faire. So it's not what happened to you, but how you react to what happened to you. Yeah, c'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive. Et c'est très important de pouvoir changer de perspective. Quelle est ta définition de la réussite? Il y a Ralph Emerson qui disait que rire beaucoup et souvent, je sais pas encore comment on dit cette citation, voilà. Et savoir que un être, en tout cas, a respiré plus aisément, a vécu mieux dans la vie grâce à nous. Pour moi, la réussite, c'est le fait de changer des vies. La réussite, c'est le fait de transformer quelque chose, de communiquer avec quelqu'un, d'aider quelqu'un, de voir quelque chose se concrétiser au quotidien et qui a un sens. Surtout. Moi, ce n'est pas l'objectif pécuniaire forcément, mais c'est l'impact que j'arrive à créer au quotidien dans ma vie qui détermine la réussite et la satisfaction que j'ai dans ma vie. C'est super important. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on partage la même définition de la réussite. C'est important. Est-ce qu'il y a une question particulière qu'on ne te pose pas souvent et qu'on t'aimerait qu'on te la pose? Une question particulière qu'on ne me pose pas souvent et que j'aimerais qu'on me la pose, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il... voilà, est-ce que tu es heureux? Le bonheur, oui. Moi, je dis que le bonheur n'est pas quelque chose qui est statique. C'est dynamique. C'est dynamique. Comment? Donc, le bonheur, c'est pas un instant donné. Le bonheur, c'est l'attitude que l'on a. En tout cas, j'ai l'attitude
d'être reconnaissant. Et c'est la gratitude aujourd'hui que je pratique. Et la gratitude fait que, effectivement, il est très peu probable que je sois malheureux. Parce qu'à chaque fois, je suis reconnaissant sur le fait d'être là à cet instant précis, le fait de pouvoir te parler avec l'ensemble des dons en termes de ressources physiques et immatérielles que Dieu a mis, en tout cas dans ma vie. Donc, du coup, je vois le bonheur. Et à chaque fois, j'ai des doutes quand même. Il m'arrive de douter. Normal. Et quand je doute, effectivement, ces doutes me retournent toujours sur la richesse que je représente. Et mon travail, fort heureusement, me permet chaque jour de me renouveler dans ce bonheur-là parce que je suis au quotidien en train de transformer des vies. C'est important. Voilà. Si tu dois remonter en arrière, quel conseil donnerais-tu à toi-même il y a 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 5 ans? D'être concentré. Vas-y, développe. D'être focus. Je pense que s'il y a 10 ans autres, j'ai expérimenté beaucoup de choses, certes, mais si je pourrais retourner en arrière, c'est d'être concentré sur une voie donnée et de travailler sur qui je suis et qui je souhaite être. Je pense que c'est le conseil idéal que je me donnerais essentiellement pour aller. Tu penses pas que ça fait partie du genre, le fait d'être jeune, c'est normal qu'on soit perdu, qu'on soit réparti de gauche à droite. Effectivement, et c'est important, c'est pour ça qu'il faut avoir un mentor. C'est ça. Je pense que le rôle d'être jeune, c'est de se chercher. Oui. L'essentiel, c'est de se trouver avant que ça soit trop tard. Justement. Mais c'est important, même dans la recherche, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Et ces bonnes questions, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aspire à changer? Qu'est-ce que je veux? Et tout ça. Et pour cela, il est important aujourd'hui, et je le dis aux jeunes, il faut se trouver un mentor. Un mentor, surtout quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs. Il nous permet vraiment de pouvoir aller très vite là où nous allons. Il ne va pas nous empêcher de faire des erreurs par nous-mêmes et autres, mais il nous facilitera la tâche avec beaucoup de sagesse sur les choix stratégiques que nous pouvons prendre pour pouvoir effectivement nous positionner. Et qui a été ton plus grand mentor ou qui est ton plus grand mentor actuellement? Moi, ma première référence mentor en tant que tel, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son combat, la manière dont il a implémenté l'islam dans un environnement où des gens ne croyaient pas, où il est arrivé à les convaincre de changer de pratique, où il a fait preuve d'abnégation, de combativité, pour poser un message universel qui rappelle à Dieu, qui permet aux gens de revenir à soi. Je pense que sa vie, son œuvre aujourd'hui sont vraiment justement mes inspirations au quotidien, et son message me réconforte et me sert de guide. À chaque fois, j'essaie de voir est-ce que ce que je fais est en harmonie avec ce qu'il a porté et comment est-ce qu'il l'a porté. Et quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Dans ce monde, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'en partant, qu'en Afrique, je puisse permettre à qu'il y ait un cadre qui agrège le maximum de jeunes qui puissent travailler ensemble, main dans la main, vers une direction commune. Ça, c'est le rêve que j'ai, c'est le travail que je fais au quotidien. Il faut que les jeunes puissent comprendre que le continent, ce n'est pas les autres. Nous ne sommes pas l'avenir du continent, mais nous sommes le présent du continent. Il faut que nous comprenions comment travailler ensemble à prendre effectivement ce qui nous appartient et à pouvoir définir, créer l'Afrique que nous voulons tant. Massamba, you're the royal deal. Yeah. Si jamais tu comptes en fait participer aux élections présidentielles, dis-moi, moi je vote pour toi. T'as un candidat. Mais ça c'est trop. T'as enfin ici. En tout cas, je te remercie. Franchement, ouais. C'est fut un honneur. J'ai beaucoup apprécié la discussion et le cercle d'influence de ton cercle. Si on peut être et tout, n'hésite pas. Et je suis sûr que dans l'avenir, on fera d'autres sessions, d'autres podcasts. Bon, ici, c'est ta maison. Ouais. Quand tu veux, si tu as des trucs à promouvoir, nous, on est là pour ça. Est-ce que tu as un message particulier, un dernier mot à donner aux gens qui nous écoutent? Le message, c'est d'abord te remercier et remercier ton équipe. Vraiment. Non, l'honneur est pour nous. Voilà, qui est constitué de jeunes et qui n'attend pas. Je pourrais te dire, j'attendrai d'avoir ça, de terminer telle chose pour pouvoir me consacrer à apporter de l'impact. Tu as réuni des gens compétents
et tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et pour vous tous, qui a un impact direct sur les gens. Et ce message-là, c'est ce que je voulais lancer. Qui qu'on puisse être, où qu'on puisse être, avec ce que nous avons, avec ce que nous savons, nous pouvons changer les choses. Ne laissons pas le monde être approprié par les gens qui nous dominent, par des gens de mauvaises intentions. Chaque jour que nous nous levons, nous avons la possibilité de créer quelque chose de positif. Donc soyons Ubuntu, soyons le changement, soyons l'Afrique que nous voulons. C'est le message que je voudrais donner. Parfaitement, d'accord. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Il faut juste m'écrire. Hein. Moi, je suis sur les réseaux, que ça soit LinkedIn ou Facebook ou autre. Il faut juste taper Papa Massamba Ndiaye ou The Man of Ubuntu. Yep. J'espère que vous l'avez entendu. Ce fut un grand plaisir. N'hésitez pas à le contacter, à lui envoyer des messages et surtout à intégrer the Ubuntu University. Je ne pense pas que vous allez le regretter. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Et au nom de toute l'équipe, on vous remercie. On vous remercie de nous avoir choisi de le suivre et le fait que vous vous abonnez sur les réseaux, ça nous fait grand plaisir. On est reconnaissant envers chacun d'entre vous. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. C'était avec Pape Massamba Ndiaye sur la citoyenneté active. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out.